Au sommaire de ce journal, la digitalisation des moyens de paiement dans l'administration publique. Le processus est déjà maîtrisé par les fonctionnaires des collectivités dans le district de Bamako, assure le constat fait par le ministre d'État en charge de l'administration territoriale à la mairie de la commune 3. Entre téléphoner et conduire, il faut choisir un thème pour sensibiliser les usagers de la route sur les dangers de l'usage du téléphone au volant et au guidon. Ça se passera tout au long de cette semaine dédiée à la sécurité routière, une semaine lancée hier par la ministre des Transports et des Infrastructures. Mardi 23 juin, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Lancé le 19 juillet dernier à Koulouba sous la présidence du chef de l'État, la digitalisation des moyens de paiement est déjà effective dans les mairies du district de Bamako. Le constat a été fait hier par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale à la mairie de la commune 3, Aloussène Touri. C'est en application du décret du 19 juillet 2024 instituant la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics et de l'instruction interministérielle de la même date relative aux moyens de paiement dans les services publics que le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, a estimé utile de constater l'effectivité de cette opération. L'opération lancée par le chef de l'État le vendredi à Koulouba, c'est une révolution. La digitalisation de l'administration publique est une révolution. Et la digitalisation des moyens de paiement est un pas important, mais c'est également le début de cette révolution. Et à terme, nous le savons, l'objectif recherché, c'est de pouvoir gagner beaucoup plus de temps en termes d'efficacité, aussi bien, comme je l'ai dit, pour le bonheur des usagers, également pour les travailleurs et les fonctionnaires de ces services publics-là. Mais également, la digitalisation nous permet d'être beaucoup plus transparents et d'accroître la rentabilité pour plusieurs raisons, parce que justement il n'y a plus de transactions, c'est physique, en fait, de cash entre les usagers et les fonctionnaires pour la délivrance d'actes de service public. Ce que j'ai constaté ici ce matin, ici à la mairie de la commune 3, très satisfaisant, donc je repars d'ici très heureux. C'est le lieu pour moi à la fois de remercier bien entendu les fonctionnaires des collectivités, en particulier les fonctionnaires de la commune 3, qui se sont adaptés très rapidement. Entre le vendredi, c'est le lancement de l'opération par le chef de l'État, et ce matin, on a pu constater de visu par nous-mêmes que les fonctionnaires ont déjà maîtrisé un peu ce nouveau processus. Mais je voudrais également remercier chaleureusement les opérateurs. Les deux opérateurs, pour le moment, nous avons commencé avec les deux opérateurs, que ce soit Malitel, Move Malitel et Orange, qui se sont également adaptés très rapidement aux besoins exprimés par les plus hautes autorités. C'est un début, mais nous pensons que très rapidement, il y aura également d'autres opérateurs. L'arrivée de la délégation ministérielle a coïncidé avec le passage de certains usagers. Vraiment, j'ai été satisfaite et puis ça a été rapide. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment difficile, c'est très facile. Avec les instructions, j'ai pu m'en sortir à peu près une minute. Les opérateurs téléphoniques se disent prêts pour le déploiement à Bamako et dans les régions. Nous sommes très contents de cette opération qui a été annoncée par le président de la transition lors de sa visite à Sikasso et qui vient d'être matérialisée au niveau de la mairie de la commune 3 ici, mais bien aussi dans d'autres endroits. Et nous, en tant qu'opérateurs, on ne peut que remercier les hautes autorités pour cette initiative qui est très salutaire et pour l'État et pour les usagers et pour nous les opérateurs. Depuis le décret présidentiel, Orange Finance Mobile a vite compris le besoin du président et nous avons répondu à ce besoin-là. Donc en si peu de temps, nous avons pu digitaliser le paiement des états civils. Aujourd'hui, vous avez vu en réel le test qui a été effectué avec des citoyens qui sont venus régler leur état civil. Il faut dire que la réussite de cette première phase détermine celle de la seconde qui va concerner l'ensemble du pays.
La commission de rédaction de l'avant-projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale vient d'entamer une série d'échanges avec toutes les couches sociales du pays. Hier, lundi, elle a rencontré en premier lieu les forces vives du pays pour leur remettre le questionnaire afin qu'elles cernent tous les contours du sujet et fassent en retour des propositions concrètes pouvant aboutir à un document de référence pour une paix définitive. Le point de la rencontre avec Aridjou Matina. Mise en place par le président de la transition, chef de l'État, il y a quelques semaines, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale annonce les couleurs. Ainsi, l'honneur revient aux représentants des autorités et légitimités traditionnelles, les confessions religieuses, les communicateurs traditionnels et la confrérie des chasseurs d'être en face de la commission de rédaction pour sa toute première sortie. La commission de rédaction, conformément à l'article 8 de son décret de création, a initié une série de rencontres avec les forces vives et envisage des entretiens individuels ou en groupe avec des personnalités et des personnes ressources. La présente rencontre est la première de cette série parce qu'il nous fallait d'abord avoir votre onction et vos bénédictions, afin que l'initiative du président de la transition, chef de l'État, soit couronnée de succès pour le bonheur du Mali et des Maliens. J'ai pu apprécier à leur juste valeur votre participation de qualité et votre importante contribution aux travaux du dialogue. Je reste donc convaincu qu'au terme de cette rencontre, la commission de rédaction bénéficiera de cette même sollicitude. Des questionnaires sur la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et le vivre ensemble, élaborés par un collège d'experts, ont été remis aux forces vives pour qu'elles puissent cerner les contours du sujet pour faire des propositions. L'élaboration d'une charte pour la paix et la réconciliation nationale est l'une des principales résolutions du dialogue intermalien. La finalité est d'offrir au peuple malien un document de référence pour toutes les initiatives de paix, de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et un peu plus tard dans l'après-midi, la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré la société civile dans sa composante jeunes femmes et personnes vivant avec un handicap. Compte rendu, Youssouf Diakité. La Commission nationale de rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix et la réconciliation rencontre les forces vives du pays. Il s'agit d'élargir le panel d'échange à toutes les organisations socio-professionnelles du pays afin d'avoir un éventail d'avis et de contributions pour la conception de la Charte pour la paix. Parce que, disent-ils, le document doit être inclusif. Les autorités de la transition et surtout son président, le colonel Assimi Goïta, a prôné l'inclusion de toutes les couches. Nous avons été consultés à tous les niveaux et nous avons reçu le questionnaire et nous garantissons à la commission que le questionnaire sera étudié par la Fédération malienne des associations de personnes vivant avec un handicap et les réponses viendront à la commission. Nous nous sommes sentis maliens depuis le début de ce processus. Le réseau des femmes médecins du Mali estime que l'initiative présidentielle est salutaire puisqu'aucune nation ne peut se construire sans une paix durable et inclusive. Comme on le dit en Bambara, il faut presser l'abcès pour pouvoir le soigner et pour une bonne cicatrisation. Je pense que ça ne peut aller sans le dialogue. Quand on parle, on se libère de ce qu'on a, d'un poids qu'on a sur le cœur. Et il faut vraiment s'exprimer. Et je pense que tous les Maliens doivent aller dans ce sens. Personne ne doit rester en marge de ces processus-là. Il faut vraiment aller de l'avant. Et pour un seul Mali, dialoguer, se pardonner, s'écouter, c'est un grand pas.
Le président de la Commission nationale rassure que toutes les observations et contributions seront capitalisées pour en faire un document qui réponde aux aspirations du plus grand nombre de Maliens. La commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, action et activité qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Les intervenants ont notamment soulevé les questions relatives surtout à la sécurité, au pardon, à la réconciliation et au vivre ensemble. En réponse, les membres de la Commission nationale rassurent que ce sont là les mots-clés pour arriver à une paix définitive et qui sont déjà pris en compte dans les préoccupations primaires. 689 personnes ont perdu la vie sur la route en 2023. Parmi les causes, il y a sans doute l'usage du téléphone au volant, une pratique dangereuse sur laquelle la sensibilisation de la Semaine nationale de la sécurité routière 2024 se fera. C'est du 22 au 27 juillet avec comme thème entre téléphoner et conduire, il faut choisir. Les activités de la dite semaine ont été lancées par la ministre des Transports et des Infrastructures Dambélé Madina Sissoko. Awadit Makamara. En 2023, le Mali a été le théâtre de 7685 accidents corporels, marqués par la perte tragique de 689 vies et des blessures infligées à près de 8000 personnes. Ces chiffres résonnent comme un rappel poignant de la réalité brutale qui se joue sur nos routes. Chaque accident est bien plus qu'une statistique. C'est une famille brisée, des rêves anéantis et des communautés affectées. Il y a des facteurs qui causent les accidents. Comme on le dit, ça c'est le téléphone tenu pendant la conduite, c'est l'excès de vitesse. Un autre facteur qui est très important, c'est malheureusement la consommation d'alcool et de drogue au volant. Cette semaine, du 22 au 27 juillet 2024, les acteurs de la sécurité routière lancent une série d'initiatives pour éduquer, sensibiliser et amener les usagers à changer leur comportement sur les axes routiers. La Semaine nationale de la sécurité routière qui se déroule chaque année a pour objectif de sensibiliser les usagers de la route par des campagnes d'information et de formation en vue de réduire le nombre d'accidents de la circulation routière. Les activités prévues pour la présente édition de la Semaine nationale de la sécurité routière visent à inciter les usagers de la route à l'adoption de comportements au volant strictement conformes aux exigences de la réglementation et aux enseignements de la conduite. Le thème retenu cette année, entre téléphoner et conduire, il faut choisir, met l'accent sur une des principales causes d'accidents, la distraction au volant. Ce thème est une véritable interpellation à l'endroit de l'ensemble des usagers de la route pour qu'ils s'abstiennent du téléphone une fois au volant ou au guidon. En effet, des risques réels d'accidents sont associés à l'utilisation du téléphone portable dans la voie publique. Combinant inattention et des perturbations auditives, physiques et cognitives, elle distrait les conducteurs et réduit la vigilance et augmente le temps de réaction en cas d'urgence. La semaine de la sécurité routière est un moment de réflexion, de commémoration et d'action à Bamako et à l'intérieur du pays. Cette semaine n'est pas seulement une campagne de sensibilisation, mais un appel à notre responsabilité collective envers la sécurité routière afin de préserver des vies. La sensibilisation sera active dans tout le pays tout au long de cette semaine sur les dangers de l'usage du téléphone pendant la conduite afin de contribuer à prévenir bien sûr les accidents de route. Téné, à Mopti et à Sévaré, ce sont des séances de sensibilisation avec distribution de flyers au niveau des carrefours stratégiques et diffusion de messages d'information et de sensibilisation à travers la presse locale, nous dit Boubacar Sangaré. Et en troisième région, Yorubala Diabati et Daouda Konate nous font le point des activités au menu de cette semaine. Entre téléphoner et conduire, il faut choisir.
C'est sous ce thème que s'ouvrent les activités de la 20e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, un thème interpellateur qui rappelle les dangers que comporte l'usage du téléphone portable au volant de la voiture ou au guidon de la moto. L'objectif à court et moyen terme est d'inciter l'ensemble des usagers de la route à bannir l'usage du téléphone au volant ou au guidon. En effet, le téléphone au volant comporte des risques routiers qui peuvent conduire aux accidents de la circulation routière. Ces risques sont entre autres l'augmentation du temps de réaction, l'augmentation du temps de freinage, la réduction de la distance de sécurité, la difficulté à maintenir les véhicules dans la voie de la circulation, la difficulté à maintenir une vitesse adaptée et enfin la réduction du champ de vision. La stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2030 rapporte que les résultats des sondages d'opinion auprès des détenteurs de motos, 68% des acquittés et des véhicules 24% ont révélé qu'un peu moins du tiers des usagers, 32,4%, ont déclaré avoir utilisé le téléphone au volant ou au guidon. Les gestionnaires des biens et des ressources des services régionaux de Sikasso à l'école de la méthodologie et des outils d'élaboration de la cartographie des risques, une initiative du contrôle général des services publics qui a pour but de minimiser les dérives. Compte rendu, Sekou Konaté et Souleymane Bamba. La manipulation des biens matériels et ressources financières des services publics de l'État exige des acteurs une maîtrise parfaite des outils de gestion et de prévention pour minimiser, à défaut d'éliminer les risques de gestion. C'est à cela que le contrôle général des services publics initie depuis un certain temps des rencontres sur le sujet. Depuis l'élaboration de la stratégie nationale de contrôle interne en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, on a couvert l'ensemble des départements ministériels. Et après la couverture de l'ensemble des départements ministériels, nous sommes aujourd'hui au niveau régional pour ramener encore une fois de plus l'ensemble des gestionnaires au niveau régional à s'imprégner de cette stratégie de contrôle interne. Dans la gestion, il y a toujours des risques. Et comment est-ce qu'il faut faire pour mitiguer l'ensemble de ces risques? Comment est-ce qu'il faut prendre en charge ces risques dans la gestion courante des finances publiques? Pendant 4 jours, les participants, tous gestionnaires des services régionaux, vont approfondir leurs connaissances et tirer le maximum d'éléments pour une gestion saine et contrôlée. La cartographie basée sur les risques constitue un levier important pour la mise en œuvre de la politique de modernisation de la gestion des finances publiques. Elle s'inscrit tout particulièrement dans le cadre de l'opérationnalisation de la stratégie nationale du contrôle interne adoptée par le gouvernement de la République du Mali en 2011. Il s'agit en effet, par cette approche, d'une part, d'implanter dans les services publics des systèmes de détection et de traitement des risques en vue de permettre l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et d'autre part, de rendre efficace et efficient le contrôle dans un contexte de ressources limitées. Il faut signaler que l'atelier de Sikasso marque le lancement de la 2e étape des travaux de cartographie des risques au niveau des régions après Ségou et le district de Bamako. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h, vous avez rendez-vous avec Mariam Kone. Bel après-midi à demain 13h, Inch'Allah.